Janvier 1979, Téhéran, Iran. Un avion décolle de l'aéroport impérial. À bord, le Shah Mohammad Reza Pahlavi, l'empereur d'Iran et sa famille. Dehors, des millions d'Iraniens célébraient dans les rues. Pour eux, le départ du Shah était une victoire. La fin de décennies de monarchie, le début d'une nouvelle ère. Pour la femme assise à côté du Shah dans cet avion, c'était quelque chose de complètement différent. C'était la fin du monde qu'elle avait construit. C'était le début d'un exil qui ne finirait jamais. Cette femme était Farah Pahlavi, la dernière impératrice d'Iran. Elle était montée sur le trône à l'âge de 21 ans. Elle était partie avec une condamnation à mort du nouveau régime et les vêtements qu'elle portait. Elle ne rentrerait jamais chez elle. Comprendre l'histoire de Farah Pahlavi nécessite de connaître l'Iran qu'elle a connu, très différent de l'actuel. Avant 1979, l'Iran était gouverné par la dynastie Pahlavi. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, père de Farah et dirigeant du pays, avait hérité du trône de son propre père en 1941 et il menait l'Iran sur la voie de la modernisation et du rapprochement avec l'Occident. L'Iran de cette époque était méconnaissable aujourd'hui. Les femmes étudiaient à l'université. Elles portèrent des vêtements occidentaux à Téhéran. Elles occupèrent des postes clés au gouvernement et dans les affaires. Le pays avait l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, portée par le pétrole. Téhéran était surnommé le Paris du Moyen-Orient. Le Shah avait des liens étroits avec les États-Unis et l'Occident, achetant des armes américaines et recevant des présidents en visite officielle. Les Américains le voyaient comme leur principal allié régional. Mais sous cette modernisation, il y avait de profondes tensions. Beaucoup d'Iraniens avaient le sentiment que la modernisation était imposée de haut en bas, qu'elle profitait aux riches et ignorait les pauvres. Le régime était autoritaire et intolérant à toute opposition, que la culture et les valeurs islamiques étaient méprisées. Ces tensions se sont accumulées au fil des années jusqu'à exploser en 1979. Mais avant d'arriver à la fin, nous devons comprendre le début. Et le début commence avec une jeune étudiante iranienne à Paris. Farah Diba est née en 1938 à Téhéran. Elle n'est pas née dans une famille royale, mais dans une famille respectée. Son grand-père avait été diplomate, servant comme ambassadeur perse à la cour des Romanov, à Saint-Pétersbourg. Son père était officier des forces armées iraniennes. Après le décès de son père, la famille a eu des difficultés financières, mais Farah restait brillante et déterminée. Elle a obtenu une bourse du gouvernement iranien pour étudier à l'étranger, ce que l'Iran de l'époque offrait aux jeunes talentueux, y compris aux femmes. Elle est partie à Paris. Elle a étudié l'architecture à l'école spéciale d'architecture. Athlétique, elle était capitaine de l'équipe de basket et parlait couramment français. Elle incarnait parfaitement la jeune iranienne cosmopolite, célébrée par l'Iran progressiste de l'époque. En 1959, le Shah Mohammad Reza Pahlavi a visité Paris pour une rencontre avec des étudiants iraniens à l'ambassade. Farah faisait partie des invités. Elle avait 21 ans. Le Shah avait 40 ans et avait déjà été marié 2 fois. Le premier mariage, avec la princesse Fawzia d'Égypte, s'était terminé par un divorce. Le second, avec la reine Soraya, s'était terminé parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et l'Iran avait besoin d'un héritier du trône. Lorsque le Shah a rencontré Farah cette nuit-là à Paris, quelque chose a changé. Leur histoire d'amour s'est nouée rapidement. À l'été 1959, elle est retournée à Téhéran. Les fiançailles ont été annoncées en novembre. Le 20 décembre 1959, le mariage a eu lieu. C'était un spectacle que le monde entier a suivi. La robe de mariée a été dessinée par Yves Saint Laurent, alors créateur chez Dior. La tiare de mariage a été commandée au célèbre joaillier américain Harry Winston, avec 325 diamants et pesant 2 kilos. Le marié portait un uniforme militaire. La différence d'âge de près de 20 ans est visible sur les photos, mais personne ne doutait qu'il s'agissait d'amour. Le roi n'épousait pas une princesse. Farah a écrit des décennies plus tard dans ses mémoires. Il était tombé amoureux d'une jeune fille iranienne. Comme dans les contes de fées, il suivrait son cœur. Un an après le mariage, Farah donna au Shah ce que le pays attendait, un fils, le prince Reza Pahlavi. Ensuite vint la princesse Farhanaz, puis le prince Ali Reza, et enfin, en 1970, la princesse Leila. 4 enfants, une famille impériale complète. Et la jeune étudiante en architecture de Paris était devenue l'impératrice d'Iran.
Personne ne pensait que Farah Pahlavi serait autre chose qu'épouse et mère impériale. Le rôle d'une reine au Moyen-Orient dépassait rarement cela, mais Farah a fait exception. Elle a parcouru le pays, visitant des villes et des villages, rencontrant des gens ordinaires, des femmes, des enfants, des travailleurs. Elle apparaissait en couverture de magazines. Elle participait aux cérémonies d'inauguration d'hôpitaux et d'écoles. Elle défendait les droits des femmes. Elle soutenait 24 organisations dans l'éducation, la santé et la culture. Les journalistes étrangers l'appelaient la Jackie Kennedy de l'Orient. Elle avait un style impeccable, parlait plusieurs langues et représentait l'Iran avec une élégance que le monde occidental admirait. Elle était plus qu'un symbole, elle avait de la substance. Son projet le plus durable fut le musée d'art contemporain de Téhéran, qu'elle a contribué à créer et qui a réuni l'une des collections d'art moderne les plus précieuses au monde. Des œuvres de Picasso, Warhol, Monet, Van Gogh, un trésor culturel qui se trouve encore aujourd'hui à Téhéran, paradoxalement préservé par le même régime qui a expulsé sa créatrice. En 1967, le Shah s'est officiellement proclamé empereur, roi des rois, et Farah est devenue impératrice. La cérémonie de couronnement fut somptueuse. Et dans un geste extraordinaire et inhabituel pour le monde islamique, le Shah a nommé Farah régente officielle, la personne qui gouvernerait l'Iran s'il mourait ou devenait incapable avant que le prince héritier n'atteigne l'âge de 21 ans. Une femme comme régente d'un royaume musulman, du jamais vu. Pendant 20 ans, la vie de Farah Pahlavi a été marquée par la vie de palais, le luxe, un but et l'amour. Et puis, 1979 est arrivé. Le mécontentement envers le régime du Shah avait grandi au fil des années. La modernisation qui profitait aux classes aisées laissait les pauvres de côté. La répression politique étouffait toute opposition. Et le mouvement islamique dirigé par l'ayatollah Khomeini gagnait en force parmi ceux qui estimaient que l'Iran s'était trop éloigné de ses racines. En 1978, les rues de Téhéran se sont embrasées dans une vague de manifestations. La situation est devenue incontrôlable. En janvier 1979, le Shah et sa famille ont quitté l'Iran. Officiellement, c'était un voyage de vacances. En réalité, c'était une fuite. Ils savaient qu'ils ne reviendraient sans doute pas. Khomeini est revenu d'exil et a pris le pouvoir. Le nouveau régime iranien a immédiatement émis des ordres d'extradition, d'arrestation et d'exécution contre le Shah et sa famille. S'ensuivit une longue odyssée d'exil de plusieurs années. Le Shah, Farah et leurs enfants ont voyagé de pays en pays, Égypte, Maroc, Bahamas, Mexique, États-Unis, Panama, puis de nouveau Égypte, sans jamais trouver de foyer permanent. Aucun pays ne voulait supporter le poids politique d'accueillir l'empereur déchu d'Iran durant la crise des otages américains à Téhéran. Le Shah était malade, on lui avait diagnostiqué un cancer. Sans accès adéquat à un traitement, sa santé s'est rapidement détériorée. En juillet 1980, Mohammad Reza Pahlavi est mort en Égypte. Il avait 60 ans. Farah Pahlavi, qui avait passé 20 ans aux côtés de l'homme qu'elle aimait, se retrouvait maintenant seule dans un exil sans fin, avec 4 enfants, sans pays, sans trône, sans mari. Elle avait 42 ans. Si perdre le trône et son mari auraient déjà suffi à briser n'importe qui, ce que Farah Pahlavi allait encore affronter dans les années suivantes défierait toute définition de la douleur. Elle s'est installée aux États-Unis, près de Washington D.C., pour rester proche de son fils aîné, Reza, et de ses petits-enfants. Elle a poursuivi son engagement humanitaire et a été honorée lors d'événements royaux internationaux. Elle a continué à être la voix de la résistance contre le régime iranien, défendant la liberté du peuple iranien lors d'interviews et de discours. Mais en 2001, le téléphone a sonné pour annoncer la pire nouvelle possible. Sa fille cadette, la princesse Leila Pahlavi, avait été retrouvée morte dans un hôtel à Londres. Elle avait 31 ans. Les rapports ont confirmé un taux élevé de drogue dans le sang. Une vie marquée par la nostalgie d'un pays qu'elle avait quitté alors qu'elle était encore enfant et par le poids d'un héritage qu'elle n'avait pas choisi de porter. Farah a enterré sa fille à Paris. 10 ans plus tard, en 2011, un autre appel téléphonique. Son fils cadet, le prince Ali Reza Pahlavi, s'était donné la mort à Boston. Il avait 44 ans, une mère, 2 enfants, 2 cercueils. Ce qui s'est passé a été si difficile, a-t-elle dit plus tard. J'ai pensé, je dois être fort pour mes 2 autres enfants, pour Reza et Farhanaz, et pour mes petits-enfants, mais aussi pour tant d'autres mères en Iran qui ont subi la même perte. Cette phrase en dit long sur qui est Farah Pahlavi. Même en deuil, elle pensait aux mères iraniennes ayant perdu leurs enfants à cause du régime.
Farah Pahlavi a 85 ans. Elle vit dans un appartement aux États-Unis. Chaque année, elle se rend en Égypte pour visiter la tombe de son mari, l'homme qu'elle a aimé pendant plus de 20 ans et qui est enterré en terre étrangère parce que le régime iranien n'aurait jamais permis qu'il repose dans sa propre patrie. Elle ne s'est jamais remariée. Elle n'est pas retournée en Iran depuis plus de 44 ans. En 2003, elle a publié ses mémoires, Un amour éternel, Ma vie avec le chat. Le livre a été un best-seller en Europe, une fenêtre sur un Iran que la plupart des jeunes n'ont jamais connu. Mais Farah Pahlavi n'est pas qu'une figure du passé. Elle reste présente, elle continue de s'exprimer. Elle suit chaque manifestation, chaque exécution, chaque avancée et chaque recul du mouvement pour la liberté en Iran, avec l'intensité de quelqu'un qui a tout perdu pour ce pays. L'histoire de Farah Pahlavi commence avec une jeune femme de 21 ans à Paris, portant une robe d'Yves Saint Laurent et un diadème serti de 325 diamants épousant l'empereur d'Iran. Et elle se poursuit avec une femme de 85 ans dans un appartement aux États-Unis, qui visite chaque année la tombe de son mari en Égypte, qui a enterré 2 enfants en exil et qui espère encore, après 44 ans, que l'Iran sera un jour libre. Elle a perdu le trône, elle a perdu son pays, elle a perdu son mari, elle a perdu 2 enfants. Le seul régime qu'elle ait connu avant 1979 accordait aux femmes iraniennes le droit d'étudier, de travailler et de vivre sans peur. Le régime qui a pris sa place les persécute, les emprisonne et les tue pour avoir montré leurs cheveux. Et Farah Pahlavi, qui pourrait simplement vivre en silence les dernières années de sa vie, continue de s'exprimer. Elle continue de rappeler au monde ce que l'Iran a été et ce qu'il peut redevenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. L'abonnement à la chaîne et l'activation de la cloche vous garantissent de ne manquer aucune vidéo.